Fermez les yeux un instant. Je vous invite à voyager avec moi dans le temps. Essayez de vous rappeler cette odeur si particulière. Peut-être est-ce le parfum de l'encre violette sur les cahiers d'écoliers, ou bien l'odeur du café chaud mélangée à celle du tabac froid dans la cuisine de vos grands-parents. Écoutez le tic-tac lent de la grosse horloge du salon, ou le craquement étouffé du tourne-disque avant que la chanson ne commence. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble une capsule temporelle. Nous allons parler de ces choses totalement normales dans la France de notre jeunesse et qui semblent complètement absurdes aujourd'hui. Et restez bien avec moi, car la dernière chose dont nous allons parler risque de vous faire monter les larmes aux yeux, tant elle représente ce que nous avons vraiment perdu. Avant de commencer notre voyage, posons-nous une minute pour ressentir l'atmosphère de cette époque. Dans les années 70 et 80, le temps ne s'écoulait pas à la même vitesse. Il était plus lourd, plus dense. Il fallait de la patience pour vivre. Attendre une lettre du facteur, attendre que le photographe développe nos pellicules, attendre son émission préférée le samedi soir à la télévision. Aujourd'hui, on nous fait croire que cette absence de technologie nous rendait pauvres. C'est tout le contraire. Cette attente créait du désir. Ce manque de connexion immédiate nous obligeait à créer de vrais liens, à regarder les gens dans les yeux, à chérir les moments passés ensemble. Notre monde était fait de matière tangible, de sons mécaniques, de vraie présence. Nous étions riches d'une sincérité que les écrans d'aujourd'hui ne pourront jamais remplacer. Aujourd'hui, il serait absolument impensable d'allumer une cigarette dans un train ou au restaurant. Mais rappelons-nous de cette époque où la fumée faisait partie intégrante de notre décor quotidien. C'était une chose totalement normale dans la France des années 80. Vous souvenez-vous de ces longs trajets en train dans les compartiments de la Société nationale des chemins de fer où les cendriers métalliques étaient encastrés directement dans les accoudoirs? Le cliquetis du couvercle que l'on soulevait est un son inoubliable. L'odeur du tabac froid se mêlait à celle du sky des banquettes. Dans les cafés de quartier, le matin, au milieu du bruit des tasses qui s'entrechoquent et du percolateur qui crache sa vapeur, flottait ce nuage bleuâtre caractéristique. Même chez le médecin, dans la salle d'attente, il n'était pas rare de trouver un cendrier posé sur la table basse, à côté des vieux magazines. Cette omniprésence créait une atmosphère particulière, un brouillard familier qui imprégnait nos manteaux de laine et nos cheveux. C'était une époque où les limites de l'espace personnel étaient floues, où l'on partageait tout, même l'air que l'on respirait. Et que dire de cette petite boîte beige qui trônait fièrement à côté du téléphone fixe dans le couloir, le Minitel. La France était pionnière, et ce petit cube en plastique lourd était notre fierté nationale. Avant Internet, c'était là que tout se passait. Vous vous rappelez sûrement du bruit strident et mécanique qu'il faisait lorsqu'il se connectait au réseau téléphonique. On tapait sur ces grosses touches dures, on composait le 3615, suivi d'un code. L'écran noir et blanc, ou parfois aux lettres vertes ou roses, affichait lentement les informations, ligne par ligne. On l'utilisait pour chercher un numéro de téléphone dans l'annuaire électronique, pour consulter ses comptes bancaires ou pour réserver un billet de train. La facture téléphonique pouvait vite grimper si on oubliait de se déconnecter. Il y avait un vrai rituel autour de cet objet. On ne l'utilisait pas à la légère, on avait un but précis. Ce n'était pas un outil pour flâner, mais une machine fascinante qui nous donnait l'impression d'être connectés au futur, depuis le confort de notre salon tapissé de papier peint à fleurs. Poursuivons notre voyage en nous arrêtant devant une cabine téléphonique publique. Aujourd'hui, elles ont toutes disparu de nos trottoirs, remplacées par des boîtes vides ou des arbres. Mais à l'époque, elles étaient nos seules bouées de sauvetage quand nous étions loin de chez nous. Imaginez l'odeur très spécifique de ces cabines fermées. Un mélange de métal froid, de tabac et parfois de pluie humide. Il fallait toujours fouiller dans le fond de ses poches pour trouver les lourdes pièces de monnaie argentées. Le bruit de la pièce qui tombait dans le mécanisme interne du téléphone jaune ou gris clair était le signal que la magie allait opérer. On composait le numéro en faisant tourner le gros cadran rond, puis plus tard en appuyant sur de gros boutons carrés. Et il fallait parler vite, car l'affichage numérique rouge décomptait impitoyablement les unités restantes. Quand les billes d'avertissement retentissaient, c'était la panique.
Il fallait glisser une nouvelle pièce en urgence ou crier un au revoir précipité. Ces cabines ont été les témoins silencieux de nos amours d'adolescence, de nos appels de détresse et de nos bonnes nouvelles annoncées à l'autre bout de la France. Rappelez-vous aussi de nos grands départs en vacances, au mois de juillet ou d'août. Les coffres étaient pleins à craquer, et à l'arrière de la voiture, la notion de sécurité était bien différente. C'est presque effrayant d'y repenser aujourd'hui, mais nous voyagions sans ceinture de sécurité à l'arrière de la petite Renault 5 ou de la Peugeot 204. Les enfants n'étaient pas attachés dans des sièges élaborés. Non, nous étions libres de nos mouvements. Nous nous allongions sur la banquette arrière pour dormir, bercés par le ronronnement du moteur et les virages de la route nationale. Parfois, les plus petits trouvaient même refuge sur la plage arrière, collés contre la vitre, à regarder les étoiles ou les phares des voitures qui nous suivaient. L'odeur du plastique surchauffé par le soleil se mêlait à la douce brise qui entrait par les fenêtres entr'ouvertes, car la climatisation n'existait pas. Les trajets semblaient interminables, mais cette liberté physique à l'intérieur de l'habitacle nous donnait l'impression que la voiture était une sorte de cabane roulante, un terrain de jeu où l'on se chamaillait avec ses frères et sœurs pendant des heures. Parlons maintenant d'un sentiment que les jeunes générations ne connaîtront jamais, le suspense absolu du développement photographique. Aujourd'hui, on prend 100 photos avec son téléphone et on les efface dans la seconde. Mais dans les années 80, la photographie était précieuse. On achetait une pellicule de 24 ou 36 poses et on réfléchissait bien avant d'appuyer sur le déclencheur. L'appareil émettait un clic mécanique satisfaisant, puis on tournait la molette pour avancer le film. Une fois la pellicule terminée, venait le grand rituel. On l'apportait chez le photographe du quartier ou à la pharmacie. On la glissait dans une petite pochette en papier jaune et l'attente commençait. Il fallait patienter plusieurs jours, parfois une semaine entière. Quand on allait récupérer la pochette cartonnée, le cœur battait un peu plus vite. On sortait les tirages brillants, sentant encore légèrement les produits chimiques. Et là, on découvrait les ratés, les yeux fermés, le doigt devant l'objectif, les photos floues. Mais peu importait, ces photos imparfaites étaient nos trésors. On les rangeait soigneusement dans de lourds albums collants qui prenaient la poussière sur les étagères de la bibliothèque. La musique aussi se méritait. Oubliez les listes de lecture infinies qui se lancent d'un simple effleurement de doigts. À l'époque, notre univers musical tenait sur de petites cassettes audio rectangulaires en plastique transparent. Qui ne se souvient pas de ces dimanches après-midi, passer le doigt collé sur le bouton enregistré du radiocassette? On guettait sa chanson préférée à la radio, en priant pour que l'animateur ne parle pas par-dessus les premières notes ou avant la fin du morceau. Ces cassettes devenaient des œuvres d'art personnelles, avec des titres écrits à la main au stylo à billes bleues sur des étiquettes en papier trop petites. Et bien sûr, il y avait ce geste universel que tout adolescent connaissait. Quand la bande magnétique s'échappait, ou quand on voulait rembobiner sans user les précieuses piles de notre baladeur, on sortait un simple stylo en plastique. On le glissait dans l'une des petites roues crantées de la cassette et on tournait frénétiquement. C'était un travail manuel, presque hypnotique. On connaissait par cœur le grésillement de la bande et le petit clac qui annonçait la fin de la face A. C'était notre rapport intime, physique et précieux avec la musique. Revenons à nos fameux trajets en voiture. Avant que les voies robotiques de nos systèmes de navigation nous dictent chaque virage, la route était une véritable aventure humaine. Le copilote, souvent notre mère assise à l'avant, avait la lourde responsabilité de déplier l'immense carte routière Michelin. Ce grand rectangle de papier jaune vif semblait faire la taille du pare-brise une fois ouvert. L'odeur de l'encre d'imprimerie se dégageait des plis fragiles du papier. Trouver sa route consistait à tracer un chemin du bout de l'index, le long des fines lignes rouges et jaunes, en cherchant les noms des petits villages imprononçables. C'était la cause de nombreuses disputes mémorables dans l'habitacle clos. Tu as raté l'intersection, il fallait prendre vers Châteauroux. Et une fois la bonne direction retrouvée, venait le défi ultime. Replier la carte correctement. C'était un véritable casse-tête chinois. Il fallait respecter les plis originaux, sous peine de voir la carte gonfler et ne plus rentrer dans la boîte à gants. Se perdre faisait partie intégrante du voyage. Cela nous obligeait à nous arrêter,
à baisser la vitre et à demander notre chemin aux passants. La convivialité d'autrefois passait aussi par un rituel aujourd'hui presque disparu, les visites à l'improviste. De nos jours, il est impensable de sonner chez quelqu'un sans avoir envoyé un message plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance. C'est même considéré comme une intrusion. Mais dans les années 70, le dimanche après-midi, il était tout à fait normal d'entendre la sonnette de la porte d'entrée retentir sans prévenir. C'était l'oncle, la tante ou les voisins d'en face qui passaient dire bonjour. Il n'y avait pas de panique, pas d'excuses sur le désordre de la maison. On ouvrait la porte avec le sourire, on sortait les petites chaises pliantes supplémentaires et on installait tout le monde autour de la table de la salle à manger. On servait rapidement un café fort, une suze ou un verre de vin rouge, accompagné de quelques biscuits secs sortis d'une boîte en fer. Les conversations s'étiraient, on parlait de la météo, du jardin, des nouvelles du quartier. Il y avait une spontanéité joyeuse, une véritable chaleur humaine. Les portes n'étaient pas barricadées et nos vies n'étaient pas réglées au millimètre près. Passons à un geste du quotidien qui définissait notre rapport à l'argent. Oubliez le paiement sans contact. Pensez au petit carnet rectangulaire en papier que l'on glissait dans son sac ou la poche intérieure de sa veste. Le chéquier. Dans les années 80, il était parfaitement normal de sortir son stylo plume ou son stylo à billes au comptoir de la boulangerie pour payer une simple baguette ou quelques croissants. La vendeuse patientait, les clients derrière nous dans la file patientaient aussi. C'était le rythme normal de la vie. On écrivait soigneusement la somme en toutes lettres. 25 francs et 50 centimes. Puis en chiffres, avant d'apposer sa signature élégante en bas à droite et d'inscrire la date. Le bruit du papier que l'on déchirait le long des pointillés résonnait dans la boutique. La boulangère le prenait, vérifiait souvent notre carte d'identité s'il s'agissait d'une grande surface et nous rendait notre sourire. C'était un acte lent, un véritable contrat de confiance passé entre deux êtres humains. L'argent avait une matérialité, une existence physique et manuscrite qui nous rendait conscients de la valeur des choses. Quand venait le moment de faire des achats plus importants, de choisir des vêtements ou des cadeaux pour Noël, l'expérience n'avait rien de virtuel. L'arrivée du gros catalogue de vente par correspondance dans la boîte aux lettres était un événement familial. Que ce soit la Redoute ou les Trois Suisses, ce pavé de papier pesait lourd, près de 2 kilos, et sentait fort le papier glacé neuf. Il restait souvent sur la table basse du salon pendant des mois. Les longues soirées d'hiver, on tournait lentement ces centaines de pages. Les enfants corniflaient frénétiquement les coins des pages de la section des jouets, en espérant que les parents remarqueraient leurs envies secrètes. Remplir le bon de commande en papier à la fin du catalogue était un acte d'une extrême précision. Il fallait recopier sans se tromper les longues références à 8 chiffres, choisir la couleur, la taille et calculer le total avec les frais de port. Puis on glissait le tout dans une enveloppe qu'on allait poster. Le colis arrivait des semaines plus tard au point relais, c'était comme recevoir un cadeau à chaque fois. La notion d'attente s'appliquait aussi à nos divertissements télévisés. Il n'y avait pas de rattrapage, pas de séries disponibles en intégralité la nuit de leur sortie. Dans les années 80, nous n'avions que 3 puis 6 chaînes de télévision. Si vous aimiez une émission ou une série, comme Dallas ou le Club Dorothée, il fallait organiser votre vie autour d'elle. Le magazine des programmes de télévision, souvent Télé 7 jours, était posé à côté du poste, ouvert sur la page du jour. Si vous manquiez l'épisode du mardi soir parce que vous étiez à un dîner de famille, c'était perdu pour toujours. Il n'y avait aucun moyen de le revoir, à moins de l'avoir programmé sur le lourd magnétoscope VHS, avec le risque que l'enregistrement s'arrête avant la fin. Cette rareté faisait de la télévision un événement rassembleur. Le lendemain, dans la cour de récréation, ou près de la machine à café au bureau, tout le monde parlait de la même chose, car tout le monde avait vu exactement la même chose au même moment. Nous étions synchronisés. À cette époque, la confiance en l'inconnu était une valeur cardinale. C'est pour cela que sur les bords des routes nationales, à la sortie des péages ou des petits villages, on voyait des dizaines de jeunes gens lever le pouce. L'autostop n'était pas l'exception de quelques marginaux. C'était un moyen de transport totalement banal et accepté. Les étudiants parcouraient la France entière avec un simple sac à dos
et un morceau de carton sur lequel était écrit le nom d'une ville au feutre noir. Les conducteurs, souvent des pères de famille ou des chauffeurs routiers, s'arrêtaient naturellement. On montait dans la voiture d'un parfait étranger, et les kilomètres défilaient au rythme des confidences. On racontait sa vie, on écoutait les histoires de son bienfaiteur d'un jour. Il y avait une solidarité tacite, une bienveillance naturelle entre les citoyens. Aujourd'hui, la peur s'est installée. Les portes se verrouillent automatiquement de l'intérieur, et voir quelqu'un faire du stop est devenu une rareté presque suspecte. Mais à l'époque, c'était l'école de la vie et du partage. Changeons de décor et écoutons le bruit strident qui résonnait dans tous les quartiers résidentiels et les villages de campagne. Le pétaradement aigu d'une mobilette Peugeot 103 ou d'une moto-bécane. Dès l'âge de 14 ans, ces petits engins à moteur représentaient la liberté absolue pour des générations d'adolescents. L'odeur d'essence, mélangée à l'huile moteur deux temps, était leur parfum de prédilection. Les jeunes passaient leur dimanche après-midi, les mains pleines de cambouis, à démonter le carburateur ou à limer les pièces pour gagner quelques misérables kilomètres par heure supplémentaires. Il n'y avait pas besoin de permis compliqués, juste une attestation scolaire de sécurité routière. Et surtout, ces mobylettes faisaient un bruit assourdissant quand on enlevait la chicane du pot d'échappement. On reconnaissait le son du moteur de son ami bien avant qu'il ne tourne au coin de la rue. C'était bruyant, c'était malodorant. Mais ce vent sur le visage et ce bruit métallique symbolisaient le passage à l'âge adulte bien mieux que n'importe quel diplôme. Abordons maintenant un souvenir qui réveille nos sens tactiles, le poids de notre monnaie. Avant que la monnaie unique européenne ne lisse nos portefeuilles, le franc français était une monnaie qui avait du caractère. Il faut se souvenir de la sensation froide et lourde d'une pièce de 10 francs, bicolore, au fond de la poche. Ou de l'élégance des billets de banque. Le billet de 50 francs avec le visage d'Antoine de Saint-Exupéry, ou le grand billet bleu de 50 francs de Quentin de la Tour plus ancien. Les billets sentaient l'encre forte, le papier craquait sous les doigts, et chaque coupure était une véritable œuvre d'art chargée d'histoire. À la boulangerie, la vendeuse nous rendait la monnaie avec ses minuscules pièces jaunes de 5 et 10 ou 20 centimes sur lesquelles on voyait le visage de la Marianne ou la semeuse. Compter sa petite monnaie pour acheter des bonbons en forme de soucoupe volante ou un carambar faisait partie des apprentissages fondamentaux de l'enfance. Le franc n'était pas juste de l'argent, c'était un bout de notre identité nationale que l'on s'échangeait tous les jours. Pendant les longues soirées d'hiver, il y avait un rituel familial que les enfants redoutaient parfois, mais qui laisse aujourd'hui un souvenir attendrissant. La soirée diapositive. Quand les parents rentraient de vacances ou qu'ils recevaient des amis, on fermait les rideaux du salon pour faire le noir complet. Le père sortait de son étui en cuir le lourd projecteur gris ou beige. L'odeur de la poussière qui brûlait doucement sur l'ampoule halogène surchauffée envahissait immédiatement la pièce. Puis venait le bruit hypnotique du carrousel rond qui tournait. Clic, clac. Une image fixe apparaissait sur le grand écran blanc déroulé à la hâte ou simplement sur le mur couvert de tapisserie claire. Les couleurs étaient vives, parfois un peu saturées. On écoutait les commentaires interminables de l'oncle sur le paysage d'Auvergne, pendant que la chaleur du ventilateur du projecteur berçait doucement les plus jeunes jusqu'au sommeil. C'était un cinéma intime, sans effets spéciaux, sans défilement rapide, juste des arrêts sur image d'une vie de famille heureuse. Aujourd'hui, quand on cherche une information, un mot de vocabulaire ou la date d'une bataille historique, on sort son téléphone et on a la réponse en 2 secondes. Mais comment faisions-nous avant? Nous avions les lourds dictionnaires encyclopédiques. Dans presque tous les foyers trônaient fièrement les immenses volumes de l'Encyclopédie Universalis ou du Dictionnaire Larousse en plusieurs tomes. Ils occupaient une étagère entière du salon, avec leurs couvertures rigides en simili-cuir rouge ou vert et leurs lettres dorées sur la tranche. Lorsqu'on devait faire un exposé pour l'école, on tirait lentement l'un de ces énormes livres. L'odeur du vieux papier d'imprimerie montait aux narines. On cherchait par ordre alphabétique, on tournait les fines pages fragiles, et la magie opérait. En cherchant le mot volcan, on tombait par hasard sur la définition d'un volatile exotique, et on se laissait emporter par la curiosité.
Le savoir avait un poids physique. Il sentait la poussière et exigeait qu'on lui consacre du temps. On apprenait la patience et la concentration. Il fut un temps où l'écologie n'était pas un concept à la mode, mais simplement une question de bon sens quotidien. Rappelez-vous les consignes des bouteilles en verre. Que ce soit pour le lait, le vin ordinaire ou la limonade, les bouteilles en plastique n'existaient presque pas. Les liquides étaient conservés dans des bouteilles en verre épais, avec ces fameuses petites étoiles moulées dans le verre près du goulot. Quand la bouteille était vide, on ne la jetait surtout pas à la poubelle. On la rinçait et on la mettait de côté. Le samedi, on la ramenait à l'épicerie du coin. L'épicier nous rendait alors quelques centimes de francs en échange. Ce tintement clair des bouteilles vides qui s'entrechoquaient dans les casiers métalliques à l'arrière des boutiques est un son profondément ancré dans notre mémoire. C'était un système circulaire parfait, naturel, où rien ne se perdait et tout se transformait. On avait le respect des objets, et même une simple bouteille vide avait de la valeur à nos yeux. Si on parle de l'enfance dans les années 70, il faut évoquer nos terrains de jeu. Aujourd'hui, les parcs pour enfants sont couverts de sols souples en caoutchouc coloré, et les structures sont arrondies pour éviter la moindre égratignure. Mais nous avons grandi sur du gravier dur ou du goudron râpeux. Les structures de jeu étaient d'immenses cages à poules en acier galvanisé, froides en hiver et brûlantes en été. Le tape-cul en bois tapait lourdement sur le sol sans aucun amortisseur, et les balançoires en métal massif pouvaient vous assommer si vous ne faisiez pas attention. Nous saucions de plus de 2 mètres de haut, nous écorchant les genoux en tombant. Et l'odeur du mercurochrome rouge que nos mères appliquaient sur nos plaies le soir venu était le parfum de nos aventures. Il n'y avait pas de psychose du risque. Ces jeux dangereux nous apprenaient l'équilibre, l'entraide et le courage. Nous forgions notre corps et notre esprit dans une liberté totale, loin de l'œil constamment angoissé de la société moderne. Et nos souvenirs d'école, ils sont si lointains de ceux des élèves d'aujourd'hui, avec leurs tablettes numériques et leurs tableaux blancs interactifs. L'école de la République des années 60 et 70 avait une signature olfactive et visuelle inoubliable. L'odeur âcre de la craie blanche qui volait en poussière quand le maître effaçait le grand tableau noir, ou plutôt vert foncé. Le claquement sec du petit morceau de bois qui frappait le bureau pour demander le silence. Sur nos pupitres en bois massif, souvent tachés par les générations précédentes, il y avait ce petit trou en porcelaine blanche, l'encrier. On y plongeait délicatement notre porte-plume, en veillant à ne pas faire de gros pâtés d'encre violette sur notre cahier à ligne CIS. L'odeur de cette encre était sucrée et un peu métallique. Et il y avait la colle Cléopâtre, avec sa petite spatule intégrée au bouchon, qui dégageait un parfum d'amande douce si irrésistible que certains écoliers ne pouvaient s'empêcher de la goûter. Ces objets demandaient du soin et de la discipline. Enfin, terminons cette journée dans les années 80 et préparons-nous à dormir. De nos jours, l'information et le divertissement coulent en continu, 24 heures sur 24. La télévision ne s'arrête jamais. Mais à l'époque, la nuit tombée, le monde se taisait vraiment. Après le film du soir de la 3e chaîne, un présentateur chaleureux souhaitait une bonne nuit aux téléspectateurs, avec parfois un dernier bulletin d'information très court. Ensuite, la musique solennelle retentissait, et l'écran laissait place à la fameuse myrrhe. Ce cercle rempli de petits carrés de couleurs vives, accompagné d'un sifflement aigu en continu ou d'un bruit blanc grésillant. C'était la fin officielle de la journée. La télévision nous disait d'aller nous coucher. Il n'y avait plus rien à consommer, plus rien à regarder. Le salon était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par ce carré lumineux qui crépitait doucement. Ce silence contraint était une bénédiction. Il nous permettait de trouver la paix de l'esprit, de fermer les yeux et de rêver sans être sollicité par des milliers d'images. Voilà, la télévision s'est éteinte et notre voyage s'achève ici. En repensant à tous ces objets disparus, à ces rituels effacés par le progrès, on réalise une chose bouleversante. Ce ne sont pas les bouteilles en verre, le Minitel ou les vieilles cabines téléphoniques qui nous manquent profondément. Ce qui nous manque, c'est cette époque où nous avions besoin les uns des autres. C'est la lenteur bienveillante de nos journées. C'est l'étincelle dans nos yeux quand nous étions plus jeunes et que le monde semblait avoir un sens plus humain,
plus charnelle. Nous étions riches d'une proximité et d'une tendresse que la modernité peine à remplacer. Si cette parenthèse nostalgique vous a réchauffé le cœur, merci de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Avant de nous quitter, répondez à cette question dans les commentaires. Parmi tous vos souvenirs de jeunesse, quelle est l'odeur ou le bruit qui vous ramène immédiatement dans le passé? Racontez-nous votre histoire, car nos mémoires réunies sont le plus beau des trésors.